et les réseaux aussi qu'il avait en France. C'est quoi la photo de Carla Bruni, excusez-moi à un moment donné, l'ambassade de France, je ne sais pas pourquoi, quand Nicolas Sarkozy est allé au Cap, en Afrique du Sud, je ne sais pas pourquoi l'ambassade de France soit n'a pas pu, soit n'a pas voulu organiser une rencontre avec Nelson Mandela, parce que Carla Bruni voulait absolument avoir une photo avec Nelson Mandela et son mari. Et c'est Omar Bongo qui lui a téléphoné à Nelson Mandela, parce que comme l'a dit mon confrère, il finance toujours les oppositions de tout le monde. Du temps où Nelson Mandela était en prison, il finançait Winnie Mandela. Il avait un rapport privilégié avec Nelson Mandela. Il a appelé en disant, est-ce qu'il était, à l'époque, il était déjà malade, Nelson Mandela. Il avait du mal finalement il rencontrait de moins en moins de gens. Et c'est Omar Bongo qui a obtenu cette rencontre. Mais à la limite, il y serait allé avec son petit Instagram. Mais c'est pour montrer les services rendus d'un quelqu'un comme Omar Bongo. Ça va finalement de la sécession du Biafra à la photo avec Carla Bruni. Un mot et on découvre le premier reportage. Oui, ça vient de très loin, ce lien intime étroit avec la France. N'oublions jamais qu'il est présenté à De Gaulle par Jacques Foccart, le grand sorcier de l'Afrique gaulliste. De Gaulle, après cet entretien à l'Élysée, délivre un de ses verdicts laconiques dans les secrets, un type valable. Et c'est comme ça qu'un type valable de 32 ans se retrouve plus jeune chef d'État du monde. Il succède à Léon Mba, lui-même miné par un cancer, le premier président de Gabon indépendant. Et il prête serment à Paris, dans l'enceinte de l'ambassade du Gabon. Donc l'inspection des postes de Libreville nous a donné son plus brillant représentant. D'autant plus qu'à Libreville, où il officie effectivement comme postier, il rencontre un certain Nodi qui l'initie au syndicalisme, au socialisme. Il est membre de la SFIO à l'époque, le jeune Bongo, Albert Bernard de son prénom, et l'initie également à la franc-maçonnerie. Alors Albert Bernard Bongo, comme vous venez de le rappeler, plus connu sous le nom d'Omar Bongo, après sa conversion à l'islam en 1973, le chef de l'État gabonais aura donc passé 42 ans au pouvoir à Libreville, ami fidèle de la France et de ses hommes de pouvoir. Il décède à l'âge de 73 ans après une série de rebondissements qui traduisent bien, en tout cas dans l'annonce, les liens compliqués de ce que l'on appelle la France-Afrique. Romain Clément, Joël Lefebvre. Le président Omar Bongo s'est éteint dans cette clinique de Barcelone, officiellement hier d'un arrêt cardiaque, selon un communiqué du Premier ministre gabonais. À 73 ans, c'est un ami de la France qui s'en est allé. Il avait connu tous les présidents de la Ve République. Il avait aussi coutume de dire « l'Afrique sans la France, c'est la voiture sans chauffeur. La France sans l'Afrique, c'est une voiture sans carburant ». Un homme valable, dira de lui le général de Gaulle, qui voit en Bongo un successeur au président MBA. Je me présente avec M. Albert Bongo à la présidence de la République, lui étant vice-président de la République. L'accession de Omar Bongo est quelque chose qui est totalement piloté par la France, à l'époque par le général de Gaulle, puisqu'au décès de Léon Mba, le premier président du Gabon, le général de Gaulle a conseillé en effet à Omar Bongo de se faire élire à la présidence de l'Assemblée nationale pour pouvoir ensuite succéder, selon la Constitution, à Léon Mba. 1967, cet ancien sous-officier de l'armée française, il a travaillé pour les services secrets, accède à la présidence. Il va régner 41 ans sans partage, mais en restant fidèle toujours à l'ancienne puissance coloniale. Albert Bongo arrivait ce matin au palais de l'Élysée, accueilli par M. Jacques Foccart. Il devient un pilier de la France-Afrique, réseau où s'entremêlent raisons d'État, amitié politique et intérêts financiers. Entre le Gabon et la France, il n'y a pas de problème. Et j'ai tenu que ma première sortie officielle dans un État ami, comme chef d'État, soit la France. La France maintient son influence au Gabon grâce au réseau Foccart d'abord, puis à la cellule Afrique de l'Élysée, longtemps dirigée par Jean-Christophe Mitterrand ou par Michel de Bonnecorps sous Jacques Chirac. Les liens politiques et économiques restent forts, comme ici en août 73. La République s'invite à Libreville, aux fêtes de l'indépendance, pour faire la promotion du Concorde. Que l'on voit en compagnie de son épouse. L'Afrique et le cœur de l'Afrique ne sont plus qu'à 3 heures de Paris, et cela change toute l'impression que l'on a et nous rapproche encore de ces États avec lesquels nous avons un passé très proche. 2007, Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir. Il annonce un tournant dans les relations franco-africaines.
Son secrétaire d'État à la coopération, Jean-Marie Bockel, ira sans doute trop loin en souhaitant jusqu'à la mort de la France-Afrique. La défense de quelques rentes de situation héritées d'un passé révolu perdure. La France-Afrique, pourtant obsolète, pourtant moribonde, freine encore la refondation voulue par le président de la République. 2 mois plus tard, et après un communiqué cinglant d'Omar Bongo, Bockel est muté aux anciens combattants. Je considère que ce que j'ai pu faire et dire a été utile et je pense que mon passage n'aura pas été indifférent. Il aurait été de courte durée, mais je pense que j'aurais modestement contribué à ce changement de la relation entre la France et l'Afrique. Le président Bongo s'est maintenu au pouvoir, achetant sur la scène gabonaise ses opposants. En échange du soutien de la France, il a financé de nombreux partis français, comme l'a révélé ce matin Valéry Giscard d'Estaing, citant la campagne de Chirac en 81. C'est la première fois qu'on a de la part d'un personnage politique de cette envergure, Giscard, le témoignage que Bongo a aidé en effet un parti politique, pas n'importe lequel d'ailleurs, hein, le parti de Chirac. Pourquoi? Parce que en fait, Bongo était fondamentalement un gaulliste. Comme dit Charles Pasqua, il était encore plus pro-français que beaucoup de Français. Depuis l'époque de Gaulle, il croyait en la grandeur de la France. Pour lui, Chirac, c'était l'héritier de Gaulle. Voilà. En 81, Charles Pasqua était justement l'organisateur en chef de la campagne de Jacques Chirac. Je laisse à M. Giscard d'Estaing le soin ou la responsabilité de ces affirmations. Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur à 2 reprises. Je n'ai jamais vu aucun financement extérieur. Alors si M. Giscard d'Estaing possède des renseignements précis sur ce point, il faut qu'il les mette sur la table. Et à ce moment-là, on parlera aussi avec lui d'autres financements qu'il a pu recevoir à son tour. Tout ceci ne manquera pas d'intérêt. La France maintient sur place 980 hommes, compte 12 000 ressortissants. Nul ne sait si la mort du doyen Bongo sonnera le glas de la France-Afrique. Bon, alors on a compris évidemment la richesse des points de vue entourant le personnage. Juste quand même, vous nous l'avez précisé tout à l'heure, pourquoi s'est-il converti à l'islam et en particulier dans ce pays? Alors, à l'époque, la thèse dominante était qu'il voulait complaire aux Saoudiens, car il y avait un intérêt primordial à obtenir des financements et des crédits de Riyad. Cela dit... C'est dans sa période où il rêve d'un émirat au Gabon, en quelque sorte. Il n'y avait plus de fric à un moment donné dans les caisses. Les caisses étaient il y avait vides. une crise économique et financière terrible au Gabon. Il n'y avait plus d'argent dans les caisses. C'était l'OPEP. Il avait besoin absolument de financement. Et c'est vraiment là où il y a eu d'ailleurs la manne de l'OPEP à cette période. Ce qui est assez cocasse, c'est donc il est réactif, Albert Bernard. Oui, et son fils est aussi... Il l'est tellement que quelques années auparavant, lui, l'animiste, fils de paysans d'ethnie téké, se convertit au catholicisme pour la seule et unique raison qu'il veut être reçu en audience par Paul VI à Rome. Bon, c'est extra... enfin, comme cours de pragmatisme absolu dans tous les domaines, c'est quand même extraordinaire. C'est un politique exceptionnel. Mais à part ça, avec ses limites, c'est-à-dire on est quand même beaucoup plus, on n'est pas quand même dans la politique avec un programme, une stratégie pour son pays. On est dans la cooptation des hommes. Ça veut dire, de la même façon qu'il a beaucoup bien appris de son maître Jacques Foccart, il coopte les hommes. C'est de la façon Foccart cooptait des dirigeants africains et lui il coopte dans son entourage et des uns et des autres. C'est là où il est très fort. Il fait de la franc-maçonnerie selon Bongo. Il initie tous ses enfants. Justement, ce que j'allais dire, je crois que Bongo avait cet esprit un peu d'ouverture. À chaque fois quand il y a eu une occasion, il s'est lancé bien avant que les autres. Je me rappelle que même en 74, avant 1974, en 71, Mobutu, pendant la crise, voulait lorgner un peu le monde arabe pour devenir musulman lui aussi. Mais malheureusement, quelque part, il a su se retenir. Mais ça créait des tensions même au sein de la population. Or, par rapport à Bongo, Bongo a su non seulement, parce que lui-même d'ailleurs, comme l'a dit Vincent, il vient d'une ethnie qui est presque animiste, les Téké, et qui sont presque au Congo, dans l'ex-Zaïre, et alors qu'au Gabon, ils sont minoritaires. Oui. Donc il a su comment sortir, prendre ce qu'il voulait et mettre le peuple avec lui dans des projets. Et aujourd'hui, on parle de son fils. Il n'y a pas que celle qui est le plus haut gradé qui s'est converti en islam. Il y en a beaucoup. Son fils Ali Bongo est le président de la communauté des musulmans du Gabon. Et ministre de la Défense. Voilà. Ministre de la Défense. Alors, j'ai pas pris ma question SMS, moi. Pourquoi tant de mystères sur la date du décès et la nature de la maladie d'Omar Bongo?